Alors, mon petit Jonathan, Tales of Vesperia, qu'est-ce qu'il vaut ? Eh ben, faut déjà se rappeler que ça fait 10 ans que Tales of Vesperia est arrivé chez nous, donc à la base sur Xbox 360. 10 ans dans lesquels le RPG japonais a quand même connu beaucoup de choses, beaucoup de déboires, qui est revenu quand même récemment beaucoup plus en force. Et bah justement, c'est un jeu de vieux de 10 ans qui nous revient là. Alors, tu disais, on l'a fait sur PS4, mais c'est aussi dispo sur Xbox 360, sur Switch et PC, donc vraiment sur tous les supports possibles. Xbox One. J'ai dit 360. Ah bah tu vois, ça c'est le lapsus du mec. Il l'a dans le coin là, dans le coin là. Tout est là, mais je montrerai. Donc, de quoi ça parle ce Tales of Vesperia ? Ça parle d'un monde, alors Terre Calumi Race, un monde très dangereux puisque c'est infesté de bêtes sauvages et les êtres humains n'ont eu d'autre choix pour survivre que de se regrouper derrière en fait des grandes barrières, des barrières alimentées par des orbes magiques, donc qui s'appellent Blastia, et dirigées par un empire politiquement instable. Le joueur va incarner Yuri Lowell, donc un ancien garde impérial rebelle avec un sens de la justice assez personnel, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va devoir retrouver donc un de ses orbes, une de ses Blastia, qui assure l'approvisionnement en eau potable des pauvres de la capitale qui s'appelle Zaphias. Et en cherchant cet orbe, en poursuivant le voleur de cet orbe, va commencer une quête épique, donc comme dans beaucoup de JRPG, le but étant au départ de commencer sur un conflit très local, et on finit par, bien sûr, sauver le monde. JRPG oblige. Comme d'habitude. Et voilà. Et évidemment, en chemin, de nombreux alliés vont rejoindre Yuri. Et les interactions entre ces alliés, la dynamique de groupe, c'est ce qui va donner le sel de ce Tales of Vesperia. Comme tous les Tales of, ça repose beaucoup sur les interactions entre les personnages, ainsi que sur les combats très dynamiques qui sont dans une arène avec lesquels on va pouvoir énormément se faire plaisir en temps réel. Très très bien. Alors effectivement, est-ce qu'on a affaire à une simple version remasterisée du jeu, vu qu'il a quand même 10 ans, donc est-ce qu'il y a des améliorations sur ce point-là, ou est-ce que c'est grosso modo le même jeu ? Alors pas tout à fait, déjà c'est vrai qu'il faut le préciser, au niveau du remaster on a le droit à quelque chose graphiquement beaucoup plus intéressant. Au niveau du framerate aussi on va avoir quelque chose de plus performant. Alors framerate surtout sur PS4, Xbox et peut-être PC, parce que Switch, c'est vrai qu'on en avait parlé hors antenne, il y a des fois quelques soucis notamment avec la carte du monde sur Switch, parce que la carte du monde c'est souvent ce qui demande le plus de framerate. Voilà, en termes de graphisme on a quelque chose qui est beaucoup mieux, ça c'est sûr. Et on a aussi ce qui est toujours ce que les fans de JRPG apprécient toujours, du doublage japonais et anglais, donc le choix entre les deux, même si c'est dommage, on est obligé à chaque fois de quitter sa partie si on veut changer le doublage. Donc là, à chaque fois qu'on démarre la partie, on est obligé de choisir. Mais tu disais que c'est un remaster, oui, mais c'est un remaster de ce que vous voyez là, c'est-à-dire la version japonaise, parce que nous, ce qu'on avait eu, c'était donc une version sur 360, la version PS3, elle n'est jamais sortie chez nous, et c'est cette version PS3 qui est une version améliorée, une version plus en fait, qui nous arrive là, donc cette fameuse Definitive Edition. Quel intérêt notamment de cette Definitive Edition ? C'est qu'on va voir notamment 2 personnages supplémentaires. Alors un personnage un peu plus anecdotique, Patty Fleur, une jeune pirate qui a sa propre backstory, sa propre histoire, qui n'est pas tellement liée au scénario principal. Et surtout Flynn, alors le chevalier impérial qu'on va voir, que vous verrez d'ailleurs derrière les images. Donc si le héros est Sasuke, Flynn c'est Naruto. C'est ça, et juste alors, un peu moins émo le héros, mais effectivement c'est ça, on va avoir une dynamique de groupe d'autant plus améliorée que le rival qui au départ n'est là dans le groupe principal, dans le groupe que 1 ou 2 combats, là va véritablement faire partie du groupe jusqu'à la fin de l'aventure à partir d'un certain point. Forcément c'est plus intéressant dans un jeu comme Tales of Vesperia qui en plus va se voir agrémenté de quêtes annexes en plus, de toutes les mini-jeux qui font le sel de Tales of Vesperia et des Tales of en général. Alors est-ce que pour toi du coup ça vaut le coup de se replonger dans ce monde 10 ans après ? Le sens de ma question c'est est-ce que les nouveaux joueurs vont y trouver de l'intérêt ? C'est vrai que c'est un JRPG classique, donc ça, il faut le savoir dès le départ. On a une progression en niveau et surtout une progression de l'histoire qui est très lente. Le gameplay prend plusieurs heures, voire plus d'une dizaine d'heures à se découvrir, notamment les coups spéciaux les plus importants, on les a qu'au bout après 10 heures. L'histoire elle-même, elle prend du temps à se développer, on va avoir du temps à voir tous les personnages et finalement à comprendre quel est le grand ennemi qui se cache derrière la menace petite au départ. Mais ce qui va vraiment intéresser tout le monde, à la fois les anciens comme les nouveaux, c'est surtout le personnage principal. Tu disais en faisant un rapprochement honteux avec Sasuke, mais Yuri Lowell, 21 ans au compteur, donc assez vieux même par rapport à la plupart des héros de JRPG, il a un caractère qui
détonne complètement justement du jeune homme naïf qui découvre le monde. Lui, même si effectivement il a quand même un côté rebelle qui le rend attachant, il a surtout une conception très particulière de la justice qui le rapproche plus du Punisher que d'un Tidus ou d'un Sora, pour parler de licence le parallèle avec le Punisher est assez intéressant, effectivement, sans spoiler, mais il y a des choses assez intéressantes à oui, c'est le Punisher du JRPG. Et non mais sérieusement, jouez au jeu, vous verrez pourquoi. À un moment, c'est vraiment ça. Il a donc cette conception très particulière de la justice. Il a autour de lui un casting attachant, alors un peu plus archétypal, mais quand même avec qui il y a quand même de très bonnes relations. C'est, comme je le disais tout à l'heure, le sel des Tales of. C'est ce qui leur a permis de se démarquer de la concurrence. Et voilà. Et effectivement, pour quelqu'un qui aime le genre, qui n'a pas encore joué au jeu, comme en plus il vaut à peu près 40€, c'est un rapport qualité-prix qui est excellent. Si jamais vous avez déjà fait ce jeu-là il y a 10 ans et que vous demandez est-ce que ça vaut le coup, étant donné qu'il y a donc des personnages en plus, donc du coup pas mal de contenu en plus, et que finalement c'était quelque chose qui était déjà très bon à la base, qui est encore amélioré maintenant, ça peut valoir le coup, surtout si vous aimez les fresques épiques et les chiens qui se battent avec des dagues. Bref, si vous êtes des personnes de bon goût. Très bien. Effectivement, meilleur chien de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, ton pseudo en atteste. Jonathan, merci pour ta critique. Johan, Thibaut, est-ce que vous seriez prêt à vous laisser séduire par les vertes plaines du RPG japonais, ou est-ce que vous passez votre tour? J'aimerais bien pouvoir m'y remettre, tout simplement, parce que c'est un type d'univers que j'ai pas eu l'occasion auquel j'ai pas eu l'occasion de m'y coller depuis un certain temps, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et toi, Thibaut? Et moi, c'est comme Johan, effectivement, pas un univers dans lequel j'ai eu la chance d'aller me balader, mais t'as piqué ma curiosité. Et puis, pendant que tu parlais, la musique qu'on entendait, c'est la musique du jeu, effectivement. C'est ça. Je la trouve particulièrement c'est la musique de la carte du monde, si j'ai bonne. Moi, j'ai une question. Est-ce que tout bêtement, tu disais effectivement que l'histoire met du temps à se dérouler, à se révéler. Comment est la courbe de progression ? Alors, sur la courbe de progression des personnages, tu veux dire? Non, de difficulté. Alors, puis même de l'histoire de 6 mois qui n'ai jamais mis les pieds dans un tel Vesperia, est-ce que je vais arriver et être tout de suite rebuté par une difficulté ou des mécanismes qui peuvent être difficiles à comprendre Alors justement, franchement, je pense pas que ce soit déjà ni le plus difficile de la licence, ni le plus difficile des JRPG. Donc au niveau difficulté, ça va progressivement, parce que justement, c'est ce que je disais, on découvre les mécanismes au fur et à mesure. Donc il y a le temps, d'ailleurs, ça prend même beaucoup de temps à se faire. Pour ce qui est de l'histoire, on a un conflit au départ et plusieurs petites histoires autour qui se développent. Donc après, à toi de voir. Est-ce que ça te dérange pas de prendre plusieurs dizaines d'heures pour justement pouvoir tout ça se développer, mais avec du temps, donc tu as quand même pas mal de payoff à la fin. Pour conclure sur Tales of Vesperia, parce que j'ai eu la chance de faire ce jeu il y a 10 ans, c'est un jeu qui vous permet de jouer en coop aussi. Vous pouvez jouer à plusieurs pendant les combats en temps réel, et donc c'est peut-être, si tu veux commencer Tales of, c'est peut-être une bonne idée d'avoir quelqu'un qui a déjà joué au jeu. Tu veux jouer avec moi, Karek? Pourquoi pas, écoute, on peut en discuter. Mais voilà, surtout les Tales of à plusieurs, c'est vraiment pas le même jeu. Vous pouvez vraiment dire, toi fais ci, fais ça, machin, oui. Coop local ou online? Coop local. Coop local, voilà. Pas mal. Donc, c'est que 40€ et pas 80. Et voilà, donc typiquement, si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu-là en coop, allez-y. Merci, Jonathan. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.